Bonjour à tous. Au nom des deux organisateurs, le pôle de compétitivité EMC2 et l'association de la place financière pour le Grand Ouest, NAPF, je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous et je vous remercie de votre présence pour ce web café intitulé L'accès au financement pour traverser la crise. Je laisserai à Philippe Audureau, président de NAPF, et Laurent Manac, directeur général du pôle EMC2, le soin de présenter en quelques mots nos organisations et nous animerons ensemble cet échange. Je suis Éric Dutheilleul. Professionnellement, je dirige la banque privée de Lazare dans la région, mais j'interviens ici du fait de mon engagement au sein de la place financière comme administrateur et membre du bureau, d'une part, et également comme membre du conseil d'administration du pôle de compétitivité EMC2, où je représente la place financière. Nous avons une pensée particulière pour chacun d'entre vous, pour vos proches, vos équipes, vos entreprises, et je peux attester que les équipes de NAPF et de MC2 sont pleinement mobilisées dans cette période complexe au service des entrepreneurs du territoire. C'est donc naturellement que nous est venue l'idée de cette conférence commune pour répondre à vos questions dans le domaine du financement et partager avec vous les bonnes pratiques pour que l'accès à ces financements soit le plus facile possible, simplifier vos démarches et vous faire gagner du temps. Nous avons réuni pour cela des experts que je remercie vivement de leur contribution et je vais passer la parole à Laurent Manac dans un premier temps, directeur général du pôle EMC2, pour présenter le pôle de compétitivité et notre action commune. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci Éric. Donc Laurent Manac, je dirige le pôle de compétitivité EMC2. Pour ceux qui le connaissent pas trop bien, c'est un ensemble, un réseau de près de 400 membres, que ce soit des partenaires académiques ou des partenaires industriels qui travaillent ensemble pour monter des projets collaboratifs. Alors on est évidemment un réseau, on est évidemment une association qui vit, je dirais, de la rencontre de ses membres. Et donc, dès que la nouvelle du confinement est arrivée, on s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir justement continuer à faire vivre ce réseau et cette activité entre nos membres. Et donc, nous avons lancé ce qu'on appelle les web cafés. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un web goûter aujourd'hui, mais c'est la troisième édition. Et depuis 3 semaines, on parle avec nos adhérents et pour nos adhérents des sujets liés à la crise. Et aujourd'hui, je remercie NAPF et Eric, donc, qui est administrateur du pôle, de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir parler des financements. Habituellement, le pôle EMC2 travaille sur les financements liés à l'innovation collaborative et au soutien financier à l'innovation collaborative. Là, on va parler du financement de manière un petit peu plus large et je pense que c'est effectivement ce dont vous avez besoin et ce sur quoi vous allez pouvoir nous poser un certain nombre de questions. Voilà, je vais pas être plus long. Alors, on a un certain nombre de questions déjà. Je sais qu'il va y avoir un certain nombre de questions posées par chat. Et donc, ce que je vais faire, c'est tout de suite passer la parole à Philippe Audureau pour qu'il puisse aussi présenter les intervenants. Merci à tous. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. En tant que président de l'NAPF, je suis particulièrement heureux d'avoir pu contribuer à organiser cette réunion. La mission de l'NAPF, de la place financière, c'est de faciliter les liens entre le monde de la finance, du conseil et puis les entreprises. On est fort aujourd'hui d'à peu près 180 membres, dont une bonne moitié d'entreprises, ce qui fait qu'on facilite les liens. Et je pense que dans la période particulièrement incroyable qu'on traverse aujourd'hui, c'était une bonne occasion, compte tenu de nos liens avec ces deux, de mettre en place cette réunion. On a donc demandé à Valérie Tamani-Ferrier, qui représente l'ensemble de la place bancaire en tant que présidente du comité régional des banques, à Assiba Kabesh, qui est directrice régionale de la Banque de France, ainsi qu'à Mathieu Defresne, qui est directeur régional de la BPI, d'intervenir. On a souhaité que les interventions soient au départ assez courtes, de manière à rappeler les différents dispositifs qui existent aux différents niveaux
de compétences et de responsabilités de l'État, des pouvoirs publics, etc., de manière à ce qu'on laisse un maximum de temps à vos questions. Pour ce faire, donc, comme le disait Laurent, vous avez sur la droite de votre écran un chat sur lequel vous pouvez poser vos questions. On va essayer du mieux possible de les traiter, de les regrouper et d'y répondre de la façon la plus concrète et la plus précise possible en fonction des responsabilités et des compétences de chacun de nos intervenants. Un dernier point peut-être, je me suis aperçu que nous avions plusieurs membres des NAPF, notamment des sociétés d'expertise comptable, de conseils, d'avocats, qui assistent également à cette réunion sur un certain nombre de questions qui sortiraient du champ que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire essentiellement la partie financement. Je les invite à intervenir si dans leur domaine de compétences, ils peuvent apporter par le chat directement une réponse. Dans tous les cas, on restera à votre disposition au-delà de la réunion. Vous aurez en fin de réunion les numéros de téléphone ou de mail sur lesquels vous pouvez nous contacter. Voilà. Merci encore donc à nos 13 intervenants et je vais commencer par passer la parole à Valérie Tamani-Ferrier parce que je pense que la bonne démarche, Valérie, c'est déjà d'aller voir sa banque. Tout à fait, Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc je suis Valérie Tamani-Ferrier, je suis présidente donc, du comité des banques pour les Pays de Loire, et également donc, directrice régionale BNP Paribas. Et donc, je trouvais très intéressant de faire cette approche avec NAPF pour vous parler d'abord, bien sûr, dans ce moment particulièrement difficile que nous vivons tous, de l'accompagnement des banques. Donc, quand on parle financement, effectivement, la première chose, c'est les prêts que nous avons déjà. Et donc, la possibilité très vite, donc l'ensemble des banques se sont engagées à mettre en place, soit de manière automatique, soit selon le souhait du dirigeant d'entreprise, à mettre en place une suspension des échéances des crédits pendant une durée de 6 mois. Et pour cela, il y a une communication à la fois très forte auprès de chaque entreprise sur ces possibilités-là. Ensuite, sous la tutelle bien sûr du gouvernement et en concertation avec BPI France, la Fédération bancaire a participé à la construction de ce produit, le PGE. Le PGE, donc, c'est un prêt qui est garanti par l'État, mais ce n'est pas un prêt qui est produit par l'État. Hein. Donc ça, c'est une précision importante. C'est donc un prêt qui est vraiment un prêt d'une banque vis-à-vis d'une entreprise. Et aussi un point important, c'est un prêt qui nous a été vraiment mis en place de manière très rapide pour répondre à l'urgence que nous connaissons tous. Donc il s'adresse globalement à l'ensemble des entreprises, des professionnels, des commerçants, mais aussi des professions libérales. On peut un spectre très large, des entreprises innovantes, des associations, des micro-entrepreneurs. Donc, un spectre très large qui peut être touché par ce dispositif de façon à réduire le stress économique que peut générer donc la crise que nous avons sur la trésorerie de l'entreprise. Seules personnes morales exclues, les SCI, les établissements de crédit, puis les sociétés de financement. Donc, la banque va distribuer ce crédit et donc pouvoir bénéficier de la garantie de l'État à hauteur de 90% pour une grande partie des professionnels et des entreprises. Ce coût de la garantie est de 0,25, on aura l'occasion d'y revenir. Il est important de dire qu'effectivement, quel est le spectre et le périmètre de la distribution de ce prêt. Donc, un certain nombre vous avez vu, d'entreprises sont éligibles, un grand nombre. L'autre périmètre est qu'on peut demander un prêt jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça, c'est un point également important. Et de ce fait, pour pouvoir aller très vite dans la distribution, on va avoir un dispositif allégé d'approche par les conseillers bancaires, de façon à avoir un dispositif où on prend donc en compte très rapidement le bilan de l'entreprise, le bilan le plus récent,
Et donc, à partir de ce bilan-là, calculer donc le chiffre d'affaires et avoir un quart de chiffre d'affaires, et ensuite discuter, et ça c'est un point très important, discuter avec l'entreprise pour savoir quel est le montant le plus adéquat dans cette période vraiment pleine de turbulences, pour savoir si le montant, on l'amène jusqu'à 25%, ou si, dans un premier temps, il ne serait pas utile de regarder dans les ans actuels quel est le montant le plus adéquat, et en fonction aussi de l'incertitude ou de la façon dont l'entreprise pourra rembourser son crédit. Une fois que ce point est abordé, il est important de rappeler que ce crédit, donc, c'est un crédit in fine, 1 an, remboursable au bout d'1 an. Les intérêts, il n'y en a pas, c'est un prêt à taux zéro. Par contre, il y a la garantie de 0,25 pour que ça soit facilement gérable par l'entreprise. Ces 0,25 seront payés également à l'échéance de l'année. 2 mois avant l'échéance, l'entreprise va pouvoir contacter sa banque et soit l'informer qu'elle souhaite le rembourser, ou au contraire le mettre en amortissement entre 1 et 5 ans. À ce moment-là, le coût du prêt sera le prix coûtant offert par la banque, c'est-à-dire que la banque ne prend pas de marge dans la distribution du crédit sur cette partie-là. Et la garantie sur les années suivantes va être, le coût de la garantie va être de 50 points de base pour les entreprises de moins de 250 salariés et faisant moins de 50 millions de chiffre d'affaires, puis augmentera à 100 points de base quand on est au-delà des 4, 5 et 6e année. Les coûts sont différents quand on s'adresse à des entreprises de taille supérieure. Je pourrais vous donner éventuellement ces montants-là. Je pense qu'il est important d'avoir plus la démarche globale que le prix. Nous avons une démarche aussi d'accompagner les entreprises innovantes ou des entreprises qui sont en cours de création. Et dans ce cas-là, le dispositif, on va aller voir quel est le dispositif le plus aidant entre les 25% du chiffre d'affaires ou la masse salariale. Des dispositifs aussi aidants pour regarder spécifiquement les associations. Et également, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un dispositif qui doit réagir très vite et donc répondre très vite dans un délai de 5 jours pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions. Voilà, je voulais vous donner quelques éléments vraiment très très rapides sur les éléments forts de cette distribution. L'autre point qui me semble important, c'est comment ça se passe. Donc un entrepreneur, une entreprise va voir son banquier ou ses banquiers quand il en a plusieurs, fait un échange pour voir quel est le bon montant, s'il peut bénéficier de la garantie. Le banquier donc fait son analyse rapide et doit donc lui apporter rapidement un préaccord. Munie de ce préaccord, l'entreprise va sur le site de BPI, renseigne les éléments de sa demande et obtient de BPI, il y a peu de contrôle, et à ce titre Mathieu Defresne pourra vous le confirmer, et à partir de ce moment-là, il obtient donc ce qu'on appelle un numéro, un token, qu'il s'agit de renseigner auprès de sa banque. La banque, à ce moment-là, confirme auprès de BPI qu'elle est d'accord sur ce montant-là et met en œuvre donc la formalisation du prêt et suite à la signature de l'entreprise, peut mettre alors à disposition les fonds sur le compte du client. Donc chaque banque est mobilisée pour faire en sorte que ce process qui a été mis en place très très vite, il date donc de 15 jours maintenant, puisse être le plus automatisé possible, et donc l'ensemble des conseillers des réseaux bancaires à la fois répondent, promeuvent le dispositif et bien sûr font en sorte que les fonds soient le plus rapidement possible sur les comptes des clients. Voilà, je crois que j'en ai fini sur la présentation du PGE. Ok, merci Valérie. Donc on a bien compris le lien avec la BPI
Donc, Mathieu, tu peux peut-être prendre le relais. Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, un petit merci très sincère vis-à-vis d'NAPF et de MC2 pour l'organisation de cette visioconférence. C'est très important pour nous dans cette période de pouvoir communiquer et échanger avec les dirigeants d'entreprise. D'autant plus, et vous l'avez peut-être compris, en tout cas vous le comprendrez au fur et à mesure, que les choses et les dispositifs évoluent quotidiennement. Alors, Valérie a très bien posé le décor du contexte, l'outil majeur qui est le PGE, je pense que c'est important de se poser quelques secondes sur les 300 milliards d'euros de garantie que l'État apporte aux banques sur ce dispositif. Il y a vraiment une volonté forte d'appuyer les entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs dans cette période. Je rebondis également sur le cheminement ou le process que Valérie a évoqué, qui est primordial. Évidemment, le premier réflexe pour un dirigeant d'entreprise, c'est d'échanger avec sa banque, sa ou ses banques qui le suivent au quotidien, qui le connaissent le mieux, parce que, comme là aussi l'a dit Valérie, un des points essentiels dans la période que nous sommes en train de traverser, c'est d'une part d'identifier, de caractériser le besoin financier pour traverser cette crise, quand bien même personne d'entre nous n'est capable de dire quelle en est la portée, la durée et comment les choses vont redémarrer. Pour autant, il faut impérativement être capable de définir, de prévoir quelques éléments les plus tangibles possibles sur comment traverser cette période. On évoquait tout à l'heure la présence parmi nous de nombreux experts comptables. Alors je sais qu'ils sont sous l'eau, qu'ils sont débordés, mais je pense que c'est eux qui sont les mieux placés pour accompagner les entreprises en ce moment et je les en remercie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi de se projeter et d'avoir la capacité d'évoquer la capacité d'autofinancement ou de remboursement de l'entreprise. Parce que, qu'il s'agisse du PGE ou d'autres dispositifs dont je vais vous parler, il y a un remboursement à évoquer. Donc, il faut le sujet du plafond qu'évoquait Valérie des 25%, c'est un plafond et il faut coordonner ça avec la réalité économique de l'entreprise. Pour ce qui concerne BPI-France, comme ça a été évoqué, comme les autres banques, on gèle alors de façon quasi automatique les échéances de capital et d'intérêt pour les financements en cours. Et on a deux dispositifs particuliers que nous avons mis en place en complément du PGE tel qu'il vous a été présenté. Le premier, c'est le prêt Atout, qui est un dispositif national, un prêt sans garantie, ni sur les actifs de l'entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant, qui a pour vocation, en cofinancement avec les partenaires bancaires, d'accompagner cette crise avec les besoins de trésorerie qui sont liés, les besoins en fonds de roulement, enfin voilà, toute cette période, avec un financement qui peut aller jusqu'à 5 ans, dont 1 an de différé. Ça peut être un peu moins de 5 ans et moins d'1 an de différé, mais au maximum, voilà ce qu'on peut faire. Pour des montants qui sont très significatifs, parce qu'ils commencent à 50 000 euros et comme le PGE plafonne à 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise, qu'elle soit TPE, PME ou ETI. Donc on est capable d'aller jusqu'à des montants significatifs pour les ETI aux côtés des banques. Ça, c'est le premier sujet, le prêt Atout, prêt qui prévaut dans toute la France. Deuxième sujet qui a été mis en œuvre plus spécifiquement avec la région des Pays de la Loire, dont je crois qu'on reparlera tout à l'heure dans le cadre d'une vision sur ces dispositifs globaux, c'est le prêt dit rebond, qui là aussi est un prêt sans garantie tel que je l'ai évoqué, sur une maturité un peu plus longue, 7 ans, dont 2 ans de différé, et pour des montants compris entre 10 000 et 300 000 euros. L'intervention de la région permet d'obtenir un prêt à taux zéro. C'est la véritable incitativité de ce dispositif. Là aussi, qui vient financer pour les TPE et pour les PME uniquement les besoins liés à cette crise et toujours en cofinancement avec les banques. On vient se concerter, ce qui explique le process qui vous a été évoqué, de parler en premier lieu avec votre banque. Dernier point que je voudrais évoquer, ça a été précisé tout à l'heure
en introduction le sujet des entreprises innovantes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont adhérentes soit d'NAPF, soit de MC2. Il y a eu des annonces fin mars de Cédric O. On est en train de peaufiner les dispositifs de prêts destinés et dédiés aux entreprises innovantes, parce que là aussi, on est sur des modèles un peu spécifiques. Le chiffre d'affaires, comme on l'a dit, n'est pas forcément le meilleur indicateur. Il y a des masses salariales à regarder. Des tours de table qui étaient en cours, qui se sont un peu gelés. Donc, on est en train de mettre en place des outils pour pallier cette crise. Mais j'ai envie de dire, pendant les travaux, la vente continue et c'est des choses qui vont sortir au mieux cette semaine, au plus tard début de semaine prochaine. Et évidemment, comme on le fait au fur et à mesure, on alimentera NAPF des nouveaux dispositifs. Voilà, de façon synthétique. Alors, je prends le relais parce que je pense que Philippe avait coupé son micro. Et on va passer la parole à Hasiba Kahabech, qui est directrice régionale de la Banque de France et qui va nous donner également le point de vue de son institution. Bien, écoutez, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez tous très bien dans cette période très compliquée. Juste un petit mot pour dire qu'effectivement, dans cette période de crise qui est assez remarquable, avant de vous présenter effectivement comment la Banque de France accompagne les entreprises, c'est que ce que j'observe moi, c'est que les réponses, elles ont été toutes très rapides, très consensuelles, et elles sont convergentes en fait. Les acteurs publics, les collectivités territoriales, les banques, la Banque de France, la BCE, tous, toutes les institutions, tous à nos niveaux, on a réagi rapidement pour apporter des réponses très concrètes à la gestion de cette crise économique. Alors, pour la Banque de France, effectivement, la Banque de France, elle s'est mobilisée, elle accompagne d'une façon générale les entreprises, mais là, toutes les ressources, tant au niveau national que régional, sont mobilisées pour accompagner les entreprises, alors de toute taille, parce que vous verrez que jusque-là, nos dispositifs étaient dédiés à certaines tailles d'entreprises. Là, nous les élargissons pour les aider toutes à surmonter les difficultés qu'elles traversent. Alors, quels sont ces dispositifs? Alors, certains, vous les connaissez, effectivement, puisque nous avons un réseau d'experts dans chaque département, que nous appelons nos correspondants TPME, TPE, PME, qui sont là pour venir en appui des chefs d'entreprise, diagnostiquer leur situation, et puis les orienter vers les organismes publics, privés, pour trouver des solutions. Alors aujourd'hui, nos correspondants, eux, sont très au fait de toutes les mesures gouvernementales, et pas seulement, régionales, BPI, etc., pour orienter les chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille, vers l'organisme le plus adapté à leur situation. Et ça, la saisine est très rapide, numéro vert, adresse Internet, et nous les recontactons très rapidement. Et ça, c'est la première réponse. Toutes les entreprises, et plus uniquement les TPE, PME, les ETI, les grandes entreprises, peuvent effectivement aussi nous contacter si elles ont des questions. Et c'est plusieurs centaines d'entreprises qui composent ce numéro et que nous orientons vers les banques, vers les services de l'État. Deuxième dispositif, c'est un peu le prolongement. Nous avons dans la région et dans plusieurs régions un correspondant start-up. Et là, je fais le lien avec ce que disait Mathieu Defresne il y a un instant. Il faut les accompagner. Et là, notre correspondant start-up est totalement dédié à l'accompagnement des start-up, des entreprises innovantes qui ont besoin aussi d'être soutenues et accompagnées. Donc, notre correspondant régional est complètement investi auprès de ces entreprises qui ont aussi besoin d'être accompagnées. Donc, c'est important. Le même numéro de téléphone permet aussi de joindre notre correspondant start-up, et des réponses pourront être apportées et des orientations pourraient être données. Ça, c'est extrêmement important. Le troisième dispositif que nous avons, c'est un dispositif qui arrive après le moment de la demande de financement, ou après que la relation avec la banque évolue un peu. C'est un dispositif que vous connaissez, qui est la médiation du crédit. C'est une procédure qui est mise en place dans chaque département avec l'aide d'un médiateur départemental du crédit, le directeur départemental de la Banque de France, qui sera saisi par une entreprise, un entrepreneur, qui se trouve dans une situation que je qualifierais peut-être d'un peu compliquée, un découvert qui vient d'être dénoncé, une décote qui vient de lui être appliquée par son assureur crédit,
refus de financement, en espérant qu'effectivement, ils obtiennent tous les financements demandés. On vient d'entendre Valérie Tamani-Ferrier et Benoît et Mathieu Defresne. Donc, bon, dans les cas où ils n'obtiendraient pas de réponse de leur banquier, le médiateur du crédit est là pour apporter des solutions, pour chercher des solutions entre la banque et vous, l'entreprise. Donc, dans ce cadre-là, alors la procédure, elle est rapide, elle est simple, elle est gratuite. On a créé d'ailleurs pour les besoins de cette crise qui est particulière, une procédure simplifiée par email, une saisine et une réponse sous 48 heures au chef d'entreprise qui nous saisirait. Donc les premières demandes qu'on a reçues très tôt, au cours, là, puisque cette procédure est déjà connue, c'était plutôt pour des chefs d'entreprise qui étaient en cours de demande de PGE, mais les réponses étaient en cours avec les banquiers. Donc ces dossiers, nous les avons considérés comme des pré-saisines qui ont été rapidement clôturées. Reviendront vers nous les entreprises qui auront vraiment les difficultés que j'ai énoncées il y a un instant. Alors je terminerai mon propos en vous disant que depuis une semaine, la Banque de France a ouvert un nouveau service pour aider les entreprises à mieux piloter et à mieux communiquer mieux piloter leur entreprise et mieux communiquer avec leurs partenaires et peut-être leurs partenaires bancaires, puisque on a mis en place un dispositif exceptionnel pour toutes les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 750 000 € de chiffre d'affaires et pour lesquels nous aurions des bilans disponibles, réaliser un diagnostic financier pour identifier les difficultés potentielles qu'elles pourraient avoir dans cette phase économique. Donc, ce diagnostic, elles peuvent le réaliser en ligne et elles pourront obtenir l'appui d'un analyste en demandant effectivement à être contactées, lequel analyste pourra l'aider à expliquer effectivement la situation, les points de force, les points de faiblesse, et puis pour mieux discuter avec son partenaire banquier si c'était nécessaire. Donc voilà les dispositifs que nous avons mis en place. Tous nos analystes sont dédiés à l'accompagnement des entreprises et prêts à les accompagner dès lors qu'ils nous saisiraient. Voilà ce que je peux vous dire et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Éviter de ne pas remettre mon micro. Merci Atiba, ça y est, le micro est activé. Merci Eric pour avoir pallié aux déficiences de maîtrise des outils. Juste pour compléter, je vous laisse quelques instants une slide de la région qui rappelle toutes les outils mis en place par la région pour les entreprises, donc à la fois pour financer la partie trésorerie en fonction de différentes situations, et en particulier en rapport avec la BPI, comme l'évoquait Mathieu, les garanties de prêts bancaires, et puis des activités plus spécifiques pour les activités événements. Vous retrouverez ça sur le site de la région avec le numéro de téléphone que vous pouvez constater en bas et qui permet de répondre à des questions spécifiques. Je vous propose après de passer aux premières questions. Alors, on a pas mal de questions qui se rapportent au PGE. Donc peut-être plutôt pour Valérie, des questions un peu pratiques, hein, comme tout prêt. Quelles sont les conditions de refus? Si la société, par exemple, répond à l'ensemble des critères de bonne santé, qu'est-ce qui se passe si c'est une holding qui a besoin du PGE? Est-ce qu'il faut le traiter au niveau de la holding ou est-ce qu'il faut le traiter au niveau des filiales? Est-ce qu'il faut que ça soit assuré? Est-ce qu'il y a des possibilités de remboursement anticipé? Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a des obligations d'accepter certaines, contraintes autour de ce prêt? Donc, des aspects un peu techniques sur la mise en place. Valérie. Merci Philippe. Alors il y a beaucoup de questions. Si j'en ai oublié, n'hésite pas à me les reposer, à les reformuler. Je vais essayer de ne rien oublier.
Donc, sur le sujet des holdings, donc il a été précisé la semaine dernière, parce qu'effectivement, au départ, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui avait été vu et on avait une approche par entité juridique. Et donc, il a été précisé la semaine dernière la possibilité de faire donc une demande de niveau holding. Et donc, l'entreprise doit pouvoir… Alors, j'évacue le cas des très grandes entreprises où là on a une approche très spécifique, mais sinon la possibilité de faire une approche au niveau holding et donc faire le prêt en fonction soit de critères, soit le chiffre d'affaires consolidé, et c'est pas nécessairement la meilleure approche, soit de prendre donc la somme des chiffres d'affaires des entités concernées, en sachant que l'éligibilité est sur l'activité France, en tenant compte bien sûr de l'activité France qui pourrait générer de l'export. Mais on est vraiment sur le soutien à l'activité générée en France, générée par la France pour l'export aussi. Donc ce point-là est un point important. Donc ensuite, les cas de refus, le mot refus est pas nécessairement un mot tout à fait adapté à la démarche. Parce qu'en fait, la banque, donc, en distribuant le crédit, s'assure de l'éligibilité de la garantie de l'État. Et donc, la première chose à faire, c'est de s'assurer effectivement que la demande s'inscrit bien dans la possibilité pour l'État de garantir ce prêt-là. Et donc, effectivement, le sujet majeur du refus, c'est de savoir si effectivement la demande est éligible à la garantie de l'État. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, comme je l'avais dit, puis ensuite Mathieu l'a fort bien explicité, il s'agit, on peut avoir des cas où on peut être amené à ne pas accepter la demande en tant que telle parce que le montant est peut-être trop conséquent par rapport à la capacité de l'entreprise à rembourser. Et donc, ça mettrait de toute façon, ce prêt-là pourrait mettre aussi en danger la pérennité de l'entreprise. Et ce point-là, donc vraiment doit être très très bien explicité et discuté avec l'entreprise. Le fait que nous ne puissions pas offrir le prêt garanti par l'État n'empêche pas de toute façon d'avoir un accompagnement de tout autre niveau. Et donc le conseiller bancaire, au-delà de l'approche PGE, peut être amené à promouvoir les autres offres dont Philippe a parlé et d'autres offres qui sont aussi en cours d'aménagement. Ça, c'est un point important. Je peux vous dire que depuis donc maintenant deux grosses semaines, le PGE a beaucoup de succès et que, au travers de ce succès, nous avons eu la nécessité d'expliciter toutes les questions qu'on avait, qui sont nombreuses, mais aussi de rassurer sur le fait que c'est un dispositif massif sur lequel les banques doivent donc s'engager de manière forte à distribuer sous des formats sans un formalisme accru. Il faut s'arrêter aux demandes qui sont celles qui nous sont nécessaires pour exercer la distribution, c'est-à-dire comprendre le chiffre d'affaires, comprendre la masse salariale quand il y en a un besoin, comprendre le capital social quand on a des sujets de difficulté d'entreprise. Mais globalement, le sujet des refus est donc regardé à la loupe par chaque état-major bancaire, c'est-à-dire que nous sommes très 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 vigilants à ce que les refus soient vraiment causés, parce que normalement, comme vous l'avez vu, le dispositif, c'est un dispositif large qui doit s'adresser au plus grand nombre. Voilà ce que je voulais dire sur la partie refus. J'ai parlé du sujet donc des holdings. Ensuite, il y avait le sujet de l'assurance. Il n'est pas obligatoire, ce n'est pas prévu dans le PGE. Après, l'entreprise peut aborder ce sujet-là avec son banquier, et c'est un sujet qui peut être abordé parce qu'effectivement, c'est un point important, mais c'est indépendant de la décision sur le PGE.
De même qu'il est important de compléter l'information, c'est que la garantie est assurée par l'État et que sur les 10% complémentaires, il n'y a pas de prise de garantie complémentaire par la banque. Elle en fait son affaire. Est-ce que j'ai répondu aux questions, Philippe? Est-ce qu'il y en a qui me manquent? Je ne t'entends pas, Philippe. Il faut que tu mettes le haut-parleur. Micro, voilà. C'est quelquefois un peu compliqué. Je pense que sur la partie PGE, je pense que tu as répondu à pas mal de choses. J'ai d'autres questions plus peut-être concernant le fonctionnement des banques actuellement. On a une remarque qui nous dit que certaines agences sont débordées. Et donc, que faire dans ce cas-là? Et puis, j'ai également des questions sur des pratiques qui peuvent être assez différentes, par exemple sur les reports de dette, 6 mois, est-ce que c'est remboursement au bout de 6 mois, est-ce que c'est étalement sur 6 mois, enfin voilà, des questions plus sur la pratique des réponses des établissements bancaires, indépendamment du PGE. D'accord. Alors, oui, effectivement, l'entreprise, les agences bancaires, les chargés d'affaires, dans les centres d'affaires, sont à la fois très mobilisés sur la distribution. Je dois dire que c'est presque leur occupation pour ceux qui sont sur la clientèle, donc professionnels, entrepreneurs, entreprises. C'est leur occupation majeure de pouvoir répondre aux entreprises sur leur sujet de trésorerie, mais pas que. Donc ça, c'est effectivement, ils sont chargés. Pour autant, et c'est pour ça que nous faisons aussi un appel et que nous essayons d'être le plus pédagogique possible. Notre objectif, c'est de servir dans un premier temps les entreprises qui présentent des situations urgente de trésorerie. Il est important aussi de dire que de toute façon, toutes les demandes seront servies. Le dispositif est massif et donc toutes les demandes seront servies. Donc il n'y a pas d'urgence à se précipiter. En fonction il faut vraiment analyser le degré d'urgence de sa trésorerie. Et donc rassurer les entreprises en leur disant de toute façon, chacun a son agenda qui n'est pas nécessairement le même. Et de toute façon, chacun, sa demande sera faite. Maintenant, il y a beaucoup d'outils digitaux et donc les demandes sont instruites et enregistrées dans chaque banque selon son propre dispositif de gestion de la relation client qui amène de toute façon à vous apporter des réponses. On a pris des engagements pour cela, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 5 jours pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions. Donc ça, c'est vraiment un point vraiment très, très important. Et donc, si jamais ces engagements n'étaient pas respectés, vous êtes tout à fait légitime pour aller demander un recours auprès d'abord des tutelles métiers, comme peut l'être par exemple la fédération bancaire ou la ligne managériale des différents établissements bancaires. Voilà un peu sur le point de la partie pratique et charge. Et puis bien sûr aussi dire, parce que les équipes des banques sont comme tous, ont été, selon les endroits, touchés par le virus. Et donc on s'organise au mieux pour de toute façon répondre à la demande. Mais effectivement, et on répondra de toute façon à la demande et on se staffe pour ça. Un autre point ? Non, pour l'instant, j'y reviendrai peut-être après. Oui, après, parce que... Oui, j'ai pas mal de questions qui peut-être s'adressent plutôt à Mathieu pour préciser les différences entre le prêt à tout et les prêts garantis par l'État, voire le prêt rebond. Quels sont les critères entre les différents? Comment finalement une entreprise peut-elle s'orienter entre ces différentes solutions? Mathieu? Alors, merci. Déjà, je rejoins tout ce qu'a dit Valérie en termes de process et de réalités aussi bien économiques qu'humaines. Au passage, nos équipes sont sous l'eau, elles aussi. On gère la priorité. Et n'hésitez pas à nous contacter via bpxfrance.fr et comme ça, on traite ça au fil de l'eau. Alors, pour répondre sur
les interactions entre les différents outils. Je redis que le premier point d'entrée, le premier prisme, c'est le PGE. C'est celui qui est doté le plus massivement. Valérie l'a très bien dit, il n'y a clairement pas d'automaticité de l'octroi, mais il y a quand même une démarche proactive et un effet de masse. Au cas par cas, effectivement, le partenaire bancaire ou l'entreprise, si d'aventure elle nous connaît déjà, peut considérer qu'un prêt amortissable à côté du PGE peut être pertinent, et auquel cas on regarde ça. Alors, le distinguo entre prêt à tout et prêt rebond, il va majoritairement être lié au montant, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, le prêt rebond, donc le prêt régional à taux zéro, plafonne à 300 000 € d'intervention, alors que le prêt à tout a une capacité nettement plus importante. Donc c'est le premier arbitrage qui va être fait. Et le second point, c'est la maturité de ces financements, puisque le prêt rebond, comme je le disais tout à l'heure, court sur 7 ans, dont 2 ans de différé, là où le prêt à tout est sur 5 ans, dont 1 an de différé. Mais encore une fois, tous ces sujets-là, et comme on l'a dit et comme Valérie l'a redit, il est primordial de définir le besoin, de caractériser le besoin et la capacité de l'entreprise sur la durée à faire face à ces échéances et à ces remboursements. Donc c'est vraiment en lien étroit avec le partenaire bancaire qu'on va communément définir l'optimum pour chaque entreprise, en incluant, comme Philippe, tu l'as présenté tout à l'heure, les dispositifs parapublics, quels qu'ils soient, au complément des interventions bancaires. Ok, merci, merci Mathieu. J'ai également, comment dirais-je, une question peut-être pour Assiba, très précise. Tu faisais allusion au, comment dirais-je, au dispositif start-up. Est-ce qu'il y a un correspondant au niveau de la Banque de France pour ces entreprises particulièrement? Oui, bien sûr. Nous avons un correspondant régional start-up et qui peut être effectivement approché par les dirigeants de start-up sans aucune difficulté. Il sera orienté comme on oriente toutes les autres entreprises, avec cette spécificité de cette bonne connaissance effectivement des financements et de l'écosystème. Donc, contact auprès de la Banque de France directement. Oui. En approchant à l'adresse correspondant TPE comme les autres, en précisant qu'il s'agit d'une demande start-up, le correspondant start-up reprendra contact très rapidement avec l'entrepreneur qui aura souhaité être contacté, ou orienté, ou aidé. Donc, il y en a un à Nantes pour l'ensemble des pays de la Loire. D'accord, merci Assiba. Je reviens peut-être aussi bien pour Mathieu que pour Valérie aux questions sur le PGE, avec une question un peu de principe. Pourquoi est-ce que la garantie de l'État n'est pas à première demande, puisque en fait on est sur un dispositif qui s'apparenterait presque à un bridge pour aider les entreprises. Et donc, voilà, ça partagerait peut-être un peu plus le risque entre les entreprises et les banques. Est-ce que, je ne sais pas, ou Valérie ou Mathieu ou Assiba, vous voulez répondre à cette question? Ce qui est sûr, c'est que 90%, c'est effectivement un montant significatif. Et on va effectivement la mettre en œuvre en fonction d'incidents de paiement et des contrôles seront faits avant même de la part de, donc à la fois par BPI qui gère cette garantie, et je vais laisser Mathieu en parler sur le fait qu'elle soit que l'entreprise ait bien été éligible ou pas au dispositif. Alors, cette éligibilité, elle dépend quoi? Essentiellement des notations des banques vis-à-vis des entreprises? Alors, je vais prendre le relais, Valérie, si tu veux. Oui, vas-y, puis je reprendrai s'il y a besoin. L'éligibilité à la garantie, elle n'est pas liée à une cotation Banque de France, par exemple. Ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus.
Elle est liée à des statuts. Alors, comme le disait Valérie, on exclut les SCI. Voilà, il y a quelques critères d'exclusion. Après, ce qui est souvent le plus sensible, ce sont des critères qui concernent les entreprises dites en difficulté, soit dans le cadre d'une définition européenne à la perte de plus de la moitié du capital, soit dans le cadre d'entreprises qui seraient en conciliation, en mandat ou en redressement judiciaire. Alors, pour faire très simple, parce que je ne veux pas rentrer trop sensible comme ça, au cas par cas. Pour faire très simple, lorsque une conciliation est protocolée ou lorsque un redressement judiciaire se transforme en plan de continuation et qu'il est honoré sur une année, on a capacité à regarder le dossier et il est éligible. Par contre, en cours de procédure, si je puis dire, qu'elle soit amiable ou judiciaire, là, on ne sait pas intervenir. Ok. Valérie, tu veux compléter? En fait, c'est vraiment le sujet c'est le sujet majeur. Donc, il y a un autre point qui est important, c'est que l'éligibilité, on va aussi regarder. Donc, le critère, il est vraiment là. Hein, c'est quelle typologie d'entreprise et effectivement de regarder le statut de l'entreprise. Où elle en est sur les entreprises en difficulté. Il est important, il y a ensuite quelques sujets de regard de la part de l'État sur l'utilisation des fonds de façon à ce que ces fonds-là soient utilisés de manière tout à fait responsable, c'est-à-dire que pour des grandes entreprises, si elles l'utilisaient pour verser des dividendes, c'est pas l'objectif du PGE. Donc, ce genre de regard pourra être regardé après coup pour justifier de la mise en œuvre de la garantie ou pas dans le cadre du dispositif. Ça, c'est des points à la marge. Il y a quelques points complémentaires, mais c'est peut-être pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Mais sachez qu'il peut y avoir ce genre de choses. J'aurais juste apporté une précision par rapport, non pas aux critères d'éligibilité, mais sur un plan très très pratique. Valérie, tout à l'heure, a expliqué le process et notamment la nécessité d'aller chercher un token ou un numéro d'inscription sur le site attestation PGE BPI France. Un point important, c'est qu'il faut absolument, et je dirais même impérativement, avoir bénéficié du préaccord du ou des partenaires bancaires et que le schéma de financement, le montage financier soit figé avant d'aller chercher cette attestation, parce que sinon, on ne peut plus revenir en arrière et c'est extrêmement compliqué, ça va figer le process. Donc, c'est primordial que les dirigeants d'entreprise figent avec leur banquier le schéma avant d'aller chercher ce numéro. Pardon pour la précision, mais c'est quand même important. Ok, merci Mathieu. Je reviens sur deux questions techniques, techniques ou très concrètes qui sont posées à nouveau concernant le PGE. Concernant les, comment dirais-je, alors attendez, parce que j'ai plein de questions en même temps, donc j'essaye de m'y retrouver. Ah oui, concernant les crédits baux. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le PGE. Concernant les crédits baux, report des échéances, est-ce que c'est automatique, pas automatique? Est-ce qu'il y a des critères qui font que ça peut être refusé, notamment pour les filiales de crédit bail de grands groupes? Comment est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Je crois que c'est un sujet éminemment bancaire. Et donc oui, il est possible de demander. Selon les établissements, c'est soit automatique, soit pas automatique. J'insiste bien sur le fait que même que ce soit les crédits baux ou les prêts classiques, un report, ça représente, même s'il n'y a pas de coût additionnel, et les banques se sont engagées à ce qu'il n'y ait pas de coût additionnel, reporter un crédit fait que de toute façon, la période étant un peu plus longue, les intérêts courent et donc ça va être des coûts pour l'entreprise. Donc, il est très important de pouvoir vérifier de l'intérêt de cette demande de suspension dans la gestion à moyen terme de sa trésorerie.
Et donc, ça amène effectivement certaines entreprises à se dire qu'avant de choisir la suspension, peut-être qu'il serait plus intéressant de commencer par le PGE. Et donc, l'expérience montre que on a des entreprises qui prennent les deux sans aucun souci, d'autres qui disent ah je vais réfléchir pour le dimensionnement du montant de mon PGE, et d'autres qui disent non mais je prends le PGE, on verra après pour la suspension. Donc il y a vraiment de tout sur le sujet, et bien sûr il y a des personnes qui prennent les deux. Donc voilà pour le crédit bail. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement il y a une approche selon les établissements bienveillante sur le sujet, en général pas nécessairement automatique. Bon, alors, deux petites questions, toujours pour Valérie. Est-ce que dans le cadre du PGE, est-ce que dans le cadre de, comment dirais-je, de prêts qui sont gelés, certaines banques appliquent des intérêts sur la période de gel, d'autres pas. Donc, est-ce que c'est comment dirais-je, une négociation à avoir avec chaque établissement bancaire, ou est-ce qu'il y a une règle? Et puis deuxième remarque, par rapport à ce que disait Mathieu sur le rapport avec une cotation bancaire, il semble qu'un certain nombre d'établissements bancaires s'appuient quand même sur la cotation Banque de France pour apprécier les demandes. Donc deux questions, à nouveau peut-être pour Valérie. Et peut-être pour Assiba aussi. Alors, oui, et puis je pense que Assiba pourra compléter également. Peut-être Assiba, je te laisse un peu la parole, puis je rebondis après. Sur l'appréciation, là je rejoins ce que disait Valérie il y a un instant, l'appréciation de l'octroi du PGE revient à la banque, qui fait une analyse complète de la situation après échange avec le demandeur, avec le chef d'entreprise. Dans l'appréciation, la banque intègre un certain nombre de paramètres, dont peut-être son propre système de notation ou peut-être celui de la Banque de France aussi. Donc la cotation peut être un des éléments que prend en compte le banquier dans sa prise de décision. Mais comme le disait aussi Mathieu il y a un instant, c'est pas le critère. C'est l'appréciation globale de la relation que la banque a avec son client en intégrant tous les paramètres, peut-être dont la cotation Banque de France. Donc, effectivement, c'est un des éléments, mais pas forcément le seul, sachant que je rappelle que la Banque de France cote au total 270 000 entreprises, c'est toutes celles qui font plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, mais que ça représente un petit pourcentage des entreprises qui, elles, vont venir taper à la porte, puisque toutes les TPE, toutes celles qui font moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires, c'est aujourd'hui le plus grand nombre qui viennent demander aux banquiers d'être accompagnés. Et là, c'est le système d'appréciation de la banque qui prend le relais. Donc, je dirais que là, dans le contexte, la cotation Banque de France, je ne veux pas dire entre guillemets qu'elle est secondaire, mais le banquier a une approche beaucoup plus large et a son propre système d'appréciation, en particulier pour les plus petites entreprises qui sont la majorité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Après, si vous avez besoin de précision, je pourrais compléter. Je laisse Valérie compléter si besoin. Oui, donc je confirme qu'effectivement, la cotation en Banque de France n'est pas un critère d'éligibilité. Les seuls critères, c'est ceux qu'on vous a présentés tout à l'heure. Et donc, effectivement, la banque, selon à la fois la typologie de l'entreprise concernée, va s'appuyer sur les éléments en sa connaissance, dont la cotation Banque de France. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je l'ai dit, on n'est pas en train d'instruire un prêt classique avec une documentation fournie. Et donc, ça a été rappelé, et je pense que c'est important de vous dire, l'État a mis en place, a communiqué la semaine dernière un question-réponse qui est bien fait, qui a vocation à être, bien sûr, à continuer à être alimenté, qui apporte beaucoup de réponses. Et dans ce document, il est bien aussi indiqué que pour exercer son métier de banquier dans le cadre du PGE, on essaie de faire en sorte de limiter le nombre d'attestations et le nombre de documents pour fluidifier la distribution de ce crédit. Donc ça, c'était un point qu'il n'est pas inutile de mentionner. Et puis, donc, effectivement, alléger la documentation de ce prêt. L'autre point, la question de Philippe, qui était de dire des pratiques différentes entre banques sur le report d'échéance.
Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le report d'échéance, ça a été vraiment le premier engagement des banques au début, donc dans les quelques jours qui ont suivi l'annonce du président. Et donc à ce titre, les dispositifs des banques ont été différents. Et donc effectivement, certaines banques continuent à prélever les intérêts pendant les 6 mois de report, d'autres permettent la possibilité d'incorporer les intérêts sur la durée restante à courir après les 6 mois. Et également d'ailleurs sur le sujet des assurances. Donc ça, c'est un point important à demander à son banquier comment se passe le report d'échéance. Il n'y a pas d'approche uniforme. Il nous a semblé, et c'est vrai que les banques ont réagi vite et ont souhaité donc tout de suite pouvoir faire ces reports. Et ça amène effectivement à peut-être des cas différents d'une banque à l'autre. Donc là, il faut effectivement bien conseiller à chaque entreprise de se renseigner de la façon dont cela va se faire. Par contre, il y a un engagement fort qui est vraiment important, partagé par toutes les banques, c'est qu'il n'y a pas de frais supplémentaires dans le cadre de ce report d'échéance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de taux d'intérêt différents, on prend le prêt tel qu'il était prévu, simplement les intérêts courent un peu plus longtemps, puisqu'effectivement les 6 mois sont reportés. Merci Valérie. On a peut-être une minute pour une dernière question avant de conclure. Les entreprises qui sont en difficulté avant la crise du Covid-19, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Comment est-ce qu'elles doivent s'y prendre? Parce que c'est sûr qu'elles pouvaient peut-être s'en sortir, mais aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Alors, comme le disait tout à l'heure Mathieu, peut-être que Mathieu veut prendre la parole d'ailleurs, mais il y a donc eu des précisions par rapport au moment de l'annonce du PGE. Ensuite, la semaine dernière, donc, il y a eu ce question-réponse qui permet de préciser davantage quelle est la possibilité d'intervention du PGE sur les entreprises en difficulté. Donc ça, c'est un point important. Donc on est bien sur les sujets qu'a évoqué Mathieu. Donc si on a une procédure en cours, c'est compliqué. Par contre, effectivement, s'il y a un dispositif en place, on peut mettre en place un dispositif PGE. Et ensuite, des entreprises qui peuvent être en difficulté, il s'agit de voir si c'est une difficulté structurelle ou conjoncturelle. Et là-dessus, une approche, au cas par cas, bienveillante des banquiers pour faire en sorte que il n'y ait pas non plus un alourdissement de ces entreprises dans la façon dont elles sont face à la crise. Donc là-dessus, des dispositifs de toute façon pour regarder au cas par cas, en plus des consignes générales sur les entreprises en difficulté, au cas par cas, mais effectivement des cas où de toute façon on ne pourra pas faire, et dans ce cas-là on dira tout de suite à l'entreprise qu'on ne peut pas l'accompagner et qu'il faut peut-être aller chercher un autre dispositif, notamment la médiation du crédit. Et ça, c'est un point important, ne pas oublier que la médiation du crédit permet de mettre l'ensemble des parties prenantes dans la vie d'une entreprise autour de la table pour essayer de trouver une solution ad hoc adaptée à la situation, à la crise que vit l'entreprise. Peut-être qu'Assiba veut en dire un mot, d'ailleurs. Non, en fait, c'est ce que j'allais dire. Merci Valérie, c'était de dire qu'effectivement, quand l'entreprise ne trouve pas de réponse auprès de son partenaire banquier ou s'il y a un refus, c'est le moment effectivement de saisir la médiation. Alors la médiation ne fera pas de miracle, mais elle offre la possibilité en fait à l'ensemble des parties prenantes d'échanger, d'examiner, surtout faire une analyse de la situation. Pendant la période de la médiation, les crédits en cours sont maintenus, les garanties aussi, et puis on a le temps d'essayer de trouver des solutions avec l'ensemble des partenaires banquiers, puis assureurs crédit, il ne faut pas les oublier parce qu'ils ont un rôle important à jouer. Et donc, effectivement, c'est le moment où on recherche des solutions ensemble. Et je n'ai pas donné ce chiffre tout à l'heure en introduction, mais les résultats de la médiation, c'est que jusque-là, c'est 2 dossiers sur 3 trouvent une issue favorable. Donc, on peut espérer que
déjà, nous n'ayons pas beaucoup de dossiers de médiation parce que les banquiers jouent bien leur rôle et c'est ce que je constate aujourd'hui sur la place ligérienne. Mais en même temps, après, dans le cadre de la médiation, des solutions que nous trouverons ensemble. Donc ça, effectivement, nous chercherons des solutions pour toutes les entreprises, y compris celles en difficulté, dès lors que la situation est plutôt conjoncturelle. Lorsqu'elle est structurelle, c'est plus compliqué quand même, il faut le dire. Merci, merci Assiba. On arrive au terme de ce web goûter. Est-ce que, avant de remercier les uns et les autres, est-ce que Laurent ou Eric, vous avez un mot à rajouter ou une dernière question? Laurent? J'ai vu, ouais, merci Philippe. J'ai vu une question sur le correspondant start-up à la Banque de France. Correspondant désigné pour les start-up. Assiba a répondu. D'accord, ok. Pas d'autres questions? Peut-être Eric? Peut-être pour préciser aux participants, on va vous donner tout à l'heure les adresses mail de NAPF et du pôle EMC2. Et si vous avez des questions subsidiaires ou des questions auxquelles vous estimez que les réponses n'ont pas été assez précises, ce qui peut être le cas notamment pour des raisons de confidentialité, bien sûr, n'hésitez pas à déposer vos requêtes sur les 2 sites qui s'afficheront tout à l'heure. Nos intervenants et EMC2 et NAPF seront là également pour vous accompagner et vous aider. Voilà, écoutez, merci à tous les 3. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, bien évidemment, n'hésitez pas à nous adresser un mail ou à contacter, comme le proposait Valérie, les différentes instances dont on dépend. Merci Mathieu, merci Assiba, merci Valérie pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci à vous tous. Quand on a proposé cette réunion, dans la minute qui suivait, j'avais votre accord à tous les 3, ce qui prouve bien l'intérêt et la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la place pour soutenir notre économie régionale. Merci aussi à EFI-Connect pour les moyens techniques qu'ils ont mis à notre disposition. Et puis en vous souhaitant à tous et à toutes, évidemment, la meilleure santé pour vos entreprises, et aussi pour vous-même et pour les vôtres. Et puis donc, à bientôt, on reste à votre écoute. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et à toutes. Merci à tous, bonsoir.